Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'événement le plus traumatisant de ma vie. Celui qui a développé mon anxiété chronique et mes angoisses et qui a également fait ressurgir toutes les blessures liées à mon enfance. Je vous raconterai donc comment cet événement s'est passé. Et dans un épisode prochain, je pourrai donc vous raconter ce qui s'en est suivi. Comment j'ai vécu cet épisode, comment je m'en suis sortie, comment au fur et à mesure des années, les choses ont évolué, ont changé de façon bénéfique ou à l'inverse, de façon catastrophique. Voilà, j'espère que cela vous plaira et que vous aurez envie d'écouter ce podcast jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle écoute. Nous retournons donc aujourd'hui en 2001, l'année de mes 15 ans. J'ai passé toute la période de l'enfance avec donc toutes les angoisses dont je vous ai parlé dans le précédent épisode. Et maintenant, tout va très bien. Je me sens bien, comme une jeune fille de 15 ans qui a ses amis, ses amours, ses emmerdes on pourrait dire également, mais d'une jeune fille de 15 ans, voilà. En juillet 2001, ma meilleure amie m'invite, comme elle l'a déjà fait plusieurs fois, à venir passer quelques semaines chez elle en été. Elle a une maison au Sables d'Olonne, dans laquelle elle passe toutes ses vacances avec sa famille. Et j'y suis déjà allée régulièrement, et voilà, on s'éclate à chaque fois. Donc elle m'invite début juillet à venir passer 2-3 semaines avec elle, donc j'y vais avec grand plaisir bien entendu. Nous passons les 2-3 premiers jours à sortir, à voir ses amis, à aller faire un petit peu de shopping, enfin voilà, comme 2 amis de 15 ans finalement. Et nous arrivons donc le 11 juillet 2001, un mercredi exactement. La journée se passe, nous faisons une balade à vélo le matin pour aller chercher du pain. Je crois qu'on rentre le midi pour déjeuner. L'après-midi, on ressort pour aller faire encore un peu de shopping. Et on a également une vente de bijoux avec sa maman qui s'organise. Puis on retrouve nos amis à la plage. On décide tous ensemble que le soir, on va se retrouver pour aller se faire un bar. Voilà, et passer la soirée entre nous, enfin voilà, rien d'extraordinaire en fait, des vacances de jeunes adolescents. Voilà, on rentre à la maison, on se prépare, on se fait belle forcément, et on ressort pour rejoindre nos amis qui nous attendaient après dîner en fait. Donc on prend la rue comme d'habitude, donc au Sables d'Olonne, faut savoir que tous les bars se trouvent, pour la plupart, sur le remblai, donc face à la plage, et la maison de mon amie, elle, est quelques rues derrière, mais un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il faut redescendre sur le remblai et après remonter le remblai pour arriver jusqu'au niveau de tous les bars, de toutes les boutiques, voilà, tout ça. Donc du coup, on descend la rue. Et en fait, on n'a pas encore atteint le remblai, je dirais, on est dans la rue qui est perpendiculaire à celui-ci. Donc on discute comme 2 amis. Et je ne sais pas pourquoi, franchement je vous avoue que je ne sais pas pourquoi, au lieu de continuer sur notre trottoir, de descendre tout droit sur le remblai, on traverse, on va sur le trottoir d'en face. Alors c'est totalement insignifiant, mais c'est quelque chose qu'on ne fait jamais d'habitude, voilà, on passe jamais par là, bref. Donc on traverse et on arrive donc sur le trottoir d'en face. On continue à discuter, à se marrer. Et en fait, en face de nous, on voit un mec qui arrive à contresens. Et la première réflexion qu'on se fait, c'est oh putain, il nous regarde, il va encore nous taxer une cigarette. Donc bon, vous êtes habitués à ça, on connaît. Hein. Sauf que c'est pas du tout ça qui s'est passé. Au moment où on croise cet homme, finalement, il se jette donc sur mon amie, donc sur Sarah. Il la plaque contre le mur et je le vois qui sort un couteau de cuisine, un couteau qu'on utilise pour couper les légumes, la viande, d'une 20 centimètres. Et qui du coup commence à lui donner des coups de couteau.
Donc c'est très bref, bien entendu. Là, je vous raconte ça assez rapidement, mais ça se passe en quelques millièmes de seconde. Je vous avoue que je comprends pas très bien ce qui se passe sur le moment, donc j'ai un mouvement de recul en me disant ouais, c'est une blague, c'est un pote à elle que je connais pas, qu'est-ce que c'est, enfin, et puis ces quelques millièmes de seconde, du coup, ça monte jusqu'à mon cerveau, je comprends ce qui se passe, donc forcément la première réaction c'est la peur, c'est la fuite. Donc je pars en courant en direction justement du Remblai pour aller en fait me cacher à l'angle de la rue. Sauf qu'à ce moment-là, en fait, j'entends Sarah qui crie. Donc je me retourne, je regarde ce qui se passe et je ne peux pas je ne peux pas rester à rien faire. Je peux pas la laisser comme ça. Donc à ce moment-là, je repars dans l'autre sens en fait. Je recours vers eux. Et le mec est dos à moi, continue à lui donner des coups de couteau. Et alors à ce moment-là, on réfléchit même pas de toute façon dans ces cas-là, je le pousse et il tombe avec elle. Et il se retrouve à terre et il me regarde. Donc là c'est de nouveau la panique pour moi parce que forcément la première chose à laquelle on pense c'est qu'il va également s'en prendre à nous. Donc je me remets à courir, je repars vers le Remblai, je vais me recacher au coin de la rue et je le vois qui se lève et qui part. Donc tout ça forcément avec son couteau à la main. Et Sarah qui s'était effondrée par terre au moment où j'ai réussi à les pousser, se lève et titube, essaye de partir finalement. Je la vois se lever et en direction de la route. Et s'effondrer d'un coup sur la route. Donc moi j'ai juste le temps de voir que lui s'en va et une fois que j'ai vu qu'il était parti, je me remets à courir vers elle en fait pour aller voir, pour l'aider. Donc j'arrive à ses côtés. Elle est en pleine convulsion. Je vois une trace de couteau au niveau de sa poitrine. Mais je suis persuadée qu'il y en a ailleurs parce que je l'ai vu donner des coups dans le dos. Donc j'essaye de lui parler, j'essaye de lui dire d'écouter ma voix, de pas partir, d'être avec moi. Et il y a un moment en fait, elle ferme les yeux. Elle s'arrête de convulser, elle ferme les yeux. Et là, du coup, c'est la panique totale pour moi. Donc, je commence à lui donner des claques en fait, à essayer de la réveiller, à lui dire de revenir, que je suis là, qu'elle peut pas partir comme ça. Et là, d'un coup, elle réouvre les yeux et elle me regarde, elle me fixe en fait. Je reste avec elle, je continue à lui caresser la joue. Alors, faut savoir qu'en même temps, après, au niveau des minutes, de à quel moment exactement, j'avoue je suis un peu perdue, c'est un petit peu difficile, mais je sais qu'il y a des gens qui sont arrivés. Il y a une personne qui est venue avec moi à côté de Sarah qui m'a demandé est-ce qu'elle respire, est-ce qu'elle a un pouls, donc là je savais pas, j'arrivais pas à dire, j'étais trop paniquée, j'ai essayé de prendre son pouls, mais bon, à 15 ans déjà, j'avais pas du tout fait de cours, de quoi que ce soit, et en plus de ça, dans la panique, j'arrivais à rien sentir du tout, je ne savais pas. Ils ont envoyé du sopalin pour essayer de mettre sur ses plaies pour pas que ça saigne. Enfin voilà, il y a eu tout d'un coup, je crois qu'il y a eu du monde qui est arrivé, j'ai pas trop de souvenirs de ça. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a été là à côté de moi et après il y a une autre personne qui est venue, qui m'a prise et qui m'a dit il faut pas rester là. J'ai donc fait ce que j'ai fait avec Sarah et après j'ai pas pu rester à côté d'elle, ce qui a été par la suite quelque chose qui m'a beaucoup j'y ai beaucoup pensé parce que j'étais persuadée qu'il aurait fallu que je reste avec elle. Mais bon, les choses se font comme ça et on peut pas revenir dessus. Du coup, cette personne, m'a embarquée, m'a dit qu'il fallait pas que je reste à côté d'elle, qu'il fallait que je vois autre chose en fait. Finalement, elle a essayé elle a fait quelque chose qui pour elle était très bien et certainement, et je dis pas le contraire. Donc il faut savoir forcément que vu que j'étais chez Sarah à ce moment-là, il n'y avait pas ma mère bien sûr, on était juste avec la maman de Sarah, son petit frère et un ami de son petit frère.
Donc tout de suite, j'ai pensé à la mère de Sarah et j'en parlais avec la dame et je lui disais mon Dieu, mais comment est-ce qu'on va lui dire, qu'est-ce qu'on va lui dire, elle est juste à côté, qu'est-ce qui va se passer, enfin voilà, forcément les premières pensées vont directement à la famille. Et là, dans la foulée, les pompiers arrivent. Les policiers arrivent, donc les pompiers apparemment s'occupent de Sarah. Moi, je suis embarquée par la police qui me demande donc de décrire l'individu, comment est-ce qu'il était, qu'est-ce qui s'est passé, enfin voilà, toutes les informations que je pouvais leur donner. Pendant que les pompiers s'occupaient de Sarah, on est parti avec la police faire un tour dans la ville, voir si je le voyais pas, si je le reconnaissais pas. Je sais pas combien de temps ça a duré. Bon, de toute façon, bien sûr, on l'a pas du tout trouvé. Hein. Et on revient avec la voiture du coup de police. Et là, en fait, le policier se gare à un endroit où malheureusement, en fait, je vois ce qui se passe. C'est-à-dire que je vois Sarah et je vois le camion de pompiers. Sauf qu'en fait, à cet endroit-là, il y avait un drap blanc. On le sait tous. Un drap blanc, je pense qu'on a tous vu des films, des séries, on sait ce que c'est. On sait ce que ça veut dire. Donc quand j'ai vu ça, j'ai commencé à devenir folle, à demander aux policiers ce qui se passait, pourquoi il y avait un drap blanc, qu'il fallait qu'on m'explique, que bon, il a bien compris, que j'avais compris, mais en fait, il y a besoin de poser des mots dessus, bien sûr, c'est toujours pour tout, c'est comme ça. Il faut dire les choses. Et donc ils ont demandé à un médecin de venir me voir. Donc il y a le médecin qui est arrivé et je m'en souviens très bien parce qu'en fait, du coup, j'étais au téléphone avec mes amis parce que forcément Alors bizarrement, j'ai pas du tout réussi à appeler ma mère. J'ai appelé que mes amis pour les prévenir. Après, mes amis étaient très proches de mes parents, ils les connaissaient très bien, donc ils sont allés les voir bien sûr. Et du coup, j'étais au téléphone avec mes amis et je leur ai dit d'attendre 5 minutes que le médecin arrivait. Et quand il est arrivé, du coup, il m'a dit qu'elle s'en était pas sortie. Donc là, je me suis effondrée forcément. J'y croyais pas. C'était pas possible que ça se passe comme ça. Donc, en direct, je l'ai dit à mes amis, qui étaient également ses amis, bien sûr, qui, eux, étaient encore dans le 94 chez nous. Et de ce pas, ils sont allés directement chez mes parents pour les prévenir de ce qui s'était passé, de ce qui nous était arrivé. Moi, suite à ça, j'ai dû partir avec la police. Ils m'ont emmenée au commissariat parce que j'ai dû faire une déposition. Donc je rappelle que bien sûr j'avais 15 ans, que j'étais toute seule dans une ville où je ne connaissais à peu près personne. Et donc voilà, j'ai dû faire la déposition pour dire comment il était habillé, qu'est-ce qui s'était passé, comment ça s'était passé, enfin voilà, de A à Z, pour que ensuite tout puisse se faire de leur côté. Suite à cette déposition, ils ont appelé les pompiers pour venir me chercher, étant donné que j'étais du coup bien entendu en état de choc et que je ne pouvais pas rentrer chez Sarah, c'était pas possible. Les pompiers sont venus me chercher, m'ont emmené aux urgences des Sables-d'Olonne certainement, aux côtés, je ne sais pas. Donc j'ai été perfusée de calmants, j'ai passé la nuit là-bas, ça a été très très compliqué. Parce que j'ai pas dormi de la nuit. Entre-temps, bien sûr, ma mère m'a appelé suite au fait que mes amis avaient été là chez elle. Elle s'imaginait que pour elle, c'était pas possible. Heureusement, j'étais avec le policier à ce moment-là. C'est lui qui lui a parlé et qui lui a confirmé ce qui s'était passé. Elle m'a donc dit que elle prendrait la route dans la nuit pour venir me chercher dès le lendemain matin. Donc c'est pour ça que j'ai quand même dû passer la nuit aux urgences là-bas. Donc toute seule, bien sûr. C'est irréel, on n'y croit pas. En même temps, on est en état de choc. Donc les émotions, les sentiments sont vraiment, c'est très bizarre. C'est très compliqué à analyser en fait. Je me souviens, je crois même plus vraiment de mes émotions. Je me souviens juste que le lendemain matin, je me retenais de pleurer, en fait. Je me disais, non, t'as pas le droit de pleurer. Pourquoi tu pleures? Limite, en fait, pourquoi est-ce que tu pleures pour ça? C'était, j'avais pas à pleurer pour ça. Je comprends pas. Encore maintenant, je comprends pas pourquoi j'ai réagi comme ça. C'est-à-dire que vraiment, au lieu de m'effondrer, je me retenais. Je me disais que non. J'avais pas le droit de pleurer pour ça.
Donc j'avais des petites larmes qui coulaient, mais je faisais tout pour être forte et pour arrêter.